France Maghreb 2. Eh bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre talk de fin d'après-midi, c'est le grand forum sur votre radio France Maghreb 2 en ce mardi 4 avril. Bienvenue à tous et toutes, et aujourd'hui je suis très bien entouré que de femmes qui vont eh bien décortiquer l'actu avec vous et en direct sur France Maghreb 2 aujourd'hui pour cette émission du grand forum. Hanan Zawadi, qu'on a plaisir à retrouver. Comment ça va Hanan ? Bah écoutez, ça va très bien. Bon, parfait. De retour après 3 semaines d'absence. C'est ça. Voilà. Absolument. Hanan, quel est ton programme ? Alors aujourd'hui, pour mon avis tranché, c'est je me présente aux législatives 2007. Une femme à vos côtés. 2017. 2017. Peut-être. Parce que 2007 est... Oui, voilà, ça commence bien. Donc je me présente aux législatives 2017, une femme à vos côtés. Et mon coup de cœur, c'est une association qui s'appelle Chez Basile et qui œuvre pour l'agriculture urbaine. Et je suis ravi d'accueillir dans la team du Grand Forum Elsa Ray. Comment ça va Elsa ? Ça va, merci beaucoup Christophe. Bienvenue à toi Elsa. Merci. Dans la grande famille France Maghreb 2 Family. Ma chère Elsa, donc sois la bienvenue. Ton avis tranché va parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je vais parler de l'actualité à Jérusalem, à Al-Quds. Il y a ce que les médias français appellent un regain de tension. Oui. Donc je vais décortiquer un petit peu tout ça, ainsi que le traitement médiatique français de cette actualité. Très bien. Et ton coup de cœur ? Mon coup de cœur, je vais partager avec vous une découverte. C'est un projet de film d'un documentaire de Samia Chala qui s'appelle Ôter ce voile qu'on ne saurait voir. Ah oui. Et qui semble très très intéressant et je pense qu'il faut soutenir. Très bien, effectivement, j'en ai vu quelques extraits. Et nous attendons aussi Nadia Lazouni qui sera avec nous d'ici quelques instants sur France Maghreb 2 et nous découvrirons ainsi son programme. Je vous rappelle, amis auditeurs, auditrices, que vous pouvez bien entendu intervenir au 01 40 33 99 50. La question du jour aujourd'hui, je vous la donne, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir et surtout d'aller y répondre sur la page Facebook et en nous appelant aussi comme question fil rouge au 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Vous savez qu'on est à 19 jours maintenant de ce premier tour de l'élection présidentielle. Choisissez-vous votre candidat en fonction de son charisme ou de son programme. La question est toute simple. Vous aurez l'occasion, mesdames, d'y répondre aussi tout à l'heure. 01 40 33 9000 sur la page Facebook France Maghreb 2, bien sûr, pour y répondre. Pour l'heure, notre coup de cœur musical. Et pour commencer, je pense que tu connais, ma chère Hanan. C'est Fnaïr, ça te dit quelque chose ? Fnaïr ? Ouais, c'est marocain. C'est marocain ? Eh bah oui. Ouais, bah non. Et c'est le coup de cœur d'ailleurs de France Maghreb 2. On vous a mis le clip sur la page Facebook France Maghreb 2. C'est parti. Fnaïr à l'instant, voilà pour le coup de cœur musical sur France Maghreb 2. C'est le clip, on vous l'a mis, allez le voir. Franchement, c'est top. Sur la page Facebook France Maghreb 2. Allez, on est de retour très vite avec Hanan Zawadi, avec Elsa Ray et normalement Nadia Lazouni. On lance un avis de recherche. Nadia Lazouni n'est pas arrivée, donc si vous la connaissez, si vous la croisez dans la rue, tout de suite dites-lui de venir à la radio. C'est là que ça se passe. Elle va pas tarder, vous pensez ? Ouais. J'arrive même pas à la joindre. Ça m'inquiète. Elle doit être dans le métro. Ah, peut-être. Bon, Nadia, dépêche-toi. On t'attend dans un instant le zapping. Et à de quoi dire, quoi faire, quoi commenter, bien sûr, avec vous, chers amis auditeurs, auditrices. Vous pourrez évidemment nous appeler. Est-ce que vous allez choisir votre candidat en fonction du charisme du candidat ou de son programme ? La question, on vous la pose aujourd'hui. C'est la question du jour. Vous y répondez, évidemment, jusqu'à la fin de cette émission. Bienvenue à vous, tous et toutes. Le grand forum, votre talk de fin d'après-midi sur France Maghreb 2 avec Hanan Zawadi qui est donc les repas du Salem que tout le monde connaît maintenant. Donc les repas du Salem qui se portent bien, donc toujours présent rue Philippe de Girard 3 fois par semaine avec un petit arrêté d'interdiction qui va certainement bientôt tomber. Ah bon ? Ah bah oui, Ah. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Tu m'as pas tenu au courant là. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a assisté à une réunion vendredi il y a 10 jours là maintenant, à Paris 18e avec donc le maire adjoint de Paris 18e. D'accord. Donc qui nous annonce qu'effectivement on va avoir un lieu dédié. Donc on lui demande très bien, bravo, où c'est. Donc c'est sous le périphérique. Ah super. Voilà. Donc continuons à cacher ces réfugiés que nous saurons voir. Oui, c'est un peu ça. Oui. Et avec aucune, surtout quand on lui pose la question, mais quelle autre solution vous nous proposez plutôt que de nous cacher sous le périphérique Paris n'est-il pas assez grand Que se passe-t-il Donc aucune solution, c'est on va sous le périphérique. Et pour l'instant, il n'y a pas d'arrêt, l'arrêté n'est pas sorti. Vous prenez le risque de vous voir infliger une amende,
Mais ce n'est pas moi qui mets l'amende, c'est la préfecture de Paris. Donc ils se déresponsabilisent totalement et ils rejettent ça sur la préfecture de Paris. Donc voilà, enfin la grande lâcheté des politiciens. C'est dommage. C'est dommage. Bah en fait, ça fait perdre du temps pour. Ça fait perdre du temps, et puis surtout les associations, oui, certaines vont y aller, et en plus demander l'autorisation de distribuer, donc collaborer entre guillemets à cette politique d'invisibilisation. Ouais. Mais à côté de ça, bah on a d'autres associations, la cuisine des migrants, la lanterne des cœurs, bah les repas du CLM aussi, puis plein d'autres quoi, pas que nous, qui veulent pas collaborer à ça, voilà, qui veulent pas demander une autorisation pour distribuer sous le périph'. Ouais, forcément. Voilà. C'est tout à fait regrettable, consternant et tout ce qui s'ensuit. Donc on verra. Bon, ma chère Elsa, dis-moi, tu deviens quoi depuis que le grand public t'a connu quand tu étais à l'époque porte-parole du CCIF? Beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup justement de bénévolat dans une association qui venait en aide aux réfugiés en Île-de-France. Ouais. On aurait pu se croiser. Hanan, c'est votre point commun avec Hanan. Voilà, exactement. Et puis en 2016, j'ai surtout fait 2 voyages en Palestine. Un premier voyage en avril pendant 2 semaines. C'était un premier voyage vraiment de découverte et de prise de contact avec le terrain, si je puis dire. Et puis ensuite, j'y suis retournée cette fois-ci pendant 3 mois, entre fin septembre et fin décembre 2016, dans l'objectif d'écrire un livre sur tous les témoignages en fait que j'ai recueillis durant mon voyage. Donc voilà, là je suis vraiment dans le travail je travaille sur mon livre, je suis en train de créer une association, je suis en train de reprendre tout un tas d'activités, donc c'est très agité pour l'année 2017. Le livre, il est prévu pour quand ? Il n'est pas encore terminé, mais j'espère qu'il sortira peut-être à la rentrée 2017 ou à l'automne peut-être. Ouais. En tout cas, j'espère cette année. Bon, très bien. Eh ben, on aura l'occasion en tout cas d'être tenu au courant en prums, j'ai envie de dire. Bien sûr. Allez, on va démarrer tout de suite par le zapping sur France Maghreb 2. Hop, on va balancer le jingle, si tout va bien, on y va. Le zapping aujourd'hui avec donc une scène diffusée hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5. Des reporters ont constaté que durant le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, des spectateurs ont quitté le meeting et invoquent des raisons un peu particulières que je vous propose d'écouter. Le discours d'Emmanuel Macron a commencé depuis 15 minutes quand nos reporters ont l'œil attiré par ce qu'il se passe au fond de la salle. Partez déjà ? Oui. Vous allez voir le match ? Oui. Ouais, ça y est, ouais. Vous allez voir le match ? Ouais, on va voir le match, là. Ouais. Vous allez au match ? Oui, exactement, c'est ça. Je vais chercher mes billets chez moi, oui. Ah, donc vous quittez le meeting d'Emmanuel Macron pour le match, quoi. Heureusement, c'est pour ça, oui. Le match OM Dijon, encore une fois, on se rapproche du coup d'envoi. Forcément, il faut choisir. Mais ceux qui partent invoquent souvent d'autres raisons. Vous partez déjà ? Ah oui, c'est très ennuyeux. Oui. Pourquoi ? Vous lisez ça, ils tournent les pages. Ouais. Moi, je voudrais une visée pour le pays, quand même. Je pense qu'il va pas assez au fond des choses. C'est trop superficiel pour moi. Il reste dans la banalité quand même, je trouve. Beaucoup de thèmes, mais pas assez d'idées concrètes. De programmes, et du nous, coup, on ça veut un nous véritable intéresse. changement. On veut pas que des belles promesses comme tous les autres candidats ont déjà fait, en fait. Il se met en valeur à travers un autre parti. Et ça, c'est hyper dommage. Enfin, ils ont que le mot FN à la bouche, en fait. Macron, c'est un agneau de lait pour moi. Il a pas le charisme. Il faut attendre un peu. Faut attendre. C'est du vide. C'est du vent, quoi, ce qu'il dit. Il y a... Oui, voilà, des points de son programme, je sais pas, mais là, c'est que des trucs qui jouent sur les émotions, etc. Enfin, je tends pas ça d'un président, quoi. Richard Ferrand, comment vous expliquez que ces spectateurs qui s'en vont, cette scène-là, nos reporters ne la voient absolument pas chez Marine Le Pen, chez François Fillon, chez Jean-Luc Mélenchon, chez Benoît Hamon? D'abord, il faudra que je vous présente d'autres militants, d'autres personnes qui viennent participer. Il y en a plusieurs quand même. Mais là, il y en a quelques-uns, ça n'est pas reviennent, isolé. Ça n'est pas isolé. Enthousiastes. Nos reporters qui étaient là nous l'ont dit, ils n'ont jamais vu ça. Jamais. Bien, écoutez, je crois qu'il y a une certaine logique au fond. Il y a des gens qui disent on vient découvrir, on n'est pas convaincus. Certains s'en vont, donc vous leur demandez pourquoi. Ils vous disent qu'ils se sont ennuyés. C'est dommage que vous n'ayez pas interviewé tous ceux qui sont restés. Ils auraient peut-être dit autre chose. Voilà, des reporters qui constatent que durant les meetings de Emmanuel Macron, les spectateurs s'en vont. Et le micro-trottoir diffusé hier soir dans l'émission France C'est à vous sur France 5 est assez hallucinant.
les spectateurs qui parlent de vide politique, de propositions qui ne tirent pas debout, etc. On va saluer Nadia Lazouni. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs et pardon pour le petit retard, ça a été la course ces derniers temps avec les tournages, mais là ça y est. C'est bon, très bien. Alors Anan, tiens, Emmanuel Macron, les spectateurs qui s'en vont des meetings, c'est ce qui s'est passé et constaté en tout cas durant le meeting à Marseille. Emmanuel Macron n'est pas assez clair visiblement, c'est ce que lui reprochent les gens. Alors déjà le meeting a commencé en retard, donc peut-être que oui vraiment il se dépêchait d'aller au match. Mais effectivement, aujourd'hui, les personnes qui vont se rendre à des meetings, ils sont là pour le découvrir, écouter sa parole, ses propositions. Et comme quand on va à une projection de cinéma, et si on n'est pas convaincu, on s'en va. 15, 20 minutes, on s'en va. Ouais. Voilà, donc c'est bien d'y aller, et puis c'est bien aussi de se rendre compte que derrière il y a vraiment un vide des propositions, comme l'a souligné, je sais pas si tu te souviens Christophe, Marine Le Pen, que ses propos étaient incompréhensibles et jouer sur des termes marketing, et non, finalement on touche pas les gens. Est-ce que c'est un candidat marketing, Nadia? Oui, c'est surtout un pur produit de la banque. Il a tout du dirigeant d'une entreprise, avec des beaux slogans comme pour tempérer des salariés qui seraient fâchés et qui auraient des revendications. Donc oui, c'est un excellent communicant. Moi, je ne retiens rien de son programme. Et c'est d'ailleurs pas le seul homme politique qui suscite énormément de déception pour ces nouvelles élections présidentielles. Elsa, le candidat Emmanuel Macron, te parle-t-il? Non, alors déjà moi la politique ça me parle pas des masses de base. Ouais. Donc bon, et ensuite lui encore moins. Moi j'ai retenu pas mal de ses propos, enfin surtout de ses positions, notamment sur la question du boycott de BDS. Ouais. Sa position par rapport à la laïcité, à l'application de la laïcité. Et puis effectivement comme dit Nadia, ça semble quand même être un pur produit de la finance, très tourné sur l'économie, mais l'économie de ceux qui ont déjà et pas de ceux qui ont besoin. Ouais. Donc moi personnellement il m'inspire absolument ni confiance ni enthousiasme pour l'avenir, ça c'est sûr. Ouais. Bon, alors dans le zapping, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-on faire confiance aux sondages? Les instituts de sondage vont-ils encore se tromper? Un petit historique quand même, c'est ce qu'a fait hier le journal de France 2 de 20h hier soir. Sans Jean-Marie Le Pen, seulement 10%. Évidemment, le soir du premier tour, immense surprise, puisque c'est Jean-Marie Le Pen qui arrive en deuxième position avec 16,8%. Lionel Jospin est purement et simplement éliminé. Mais attention David, souvent les sondages ont vu juste. Par exemple, il y a 10 ans, en 2007, Sarkozy, Royal, Bayrou, c'est le trio de tête qui est donné le 5 avril 2007 en moyenne par les sondages. Le soir du premier tour, c'est effectivement ce trio-là qui arrive en tête, Nicolas Sarkozy devant Ségolène Royal. Pas de surprise non plus en 2012. 28 mars 2012, François Hollande, un peu plus de 29%, 24% pour Nicolas Sarkozy, 16% pour Marine Le Pen. Le soir du premier tour du scrutin, c'est bien le candidat socialiste qui arrive devant l'ancien président. Alors qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce que 2017, on va avoir une immense surprise comme en 2002 ou au contraire, les scores du premier tour vont confirmer les sondages? Il faut prendre en compte évidemment l'abstention. Ça va être un élément clé puisqu'on nous annonce peut-être un record pour ce premier tour et ça accroît évidemment encore l'incertitude. Les sondages, on en parle beaucoup. Il y a quasiment une étude par jour qui est révélée. Donc les sondages, est-ce que les gens se laissent influencer par les sondages? Tiens, Elsa. Est-ce que les gens se laissent influencer par les sondages? Oui. Alors si on en croit les sondages d'aujourd'hui, c'est Macron-Le Pen au deuxième tour. Les sondages dans le passé se sont quand même très souvent trompés. Je sais pas s'ils influent le grand public tant que ça. Franchement, il faudrait demander aux sociologues qui ont fait beaucoup d'études sur ces sujets-là. Moi, personnellement, je m'en méfie beaucoup parce que je sais la manière dont ils sont réalisés. C'est souvent quand même assez biaisé. Est-ce que vous avez été sondé l'une d'entre vous là? Ah non, jamais pas du tout. Comme par hasard, jamais croisé personne qui a été sondé. Je pas dire, mais c'est bizarre. Non, mais c'est vrai. C'est curieux. Alors, Christophe, j'ai des petites infos là que j'avais mis de côté, et puis ça tombe bien. Donc c'est sur les instituts de sondage en France. Oui. Donc à qui donc appartiennent les instituts de sondage qui manipulent les données en vue d'orienter l'opinion publique en France, parce qu'aujourd'hui c'est ça, les instituts de sondage sont là aussi pour orienter l'opinion publique. Donc on a le CSA donc qui appartient au groupe Bolloré, BVA groupe Bolloré, Drahi, Rothschild, l'IFOP Laurence Parisol donc actionnaire majoritaire, Ipsos, Pinot, Fidelity, je ne connais pas. Parisol c'est l'ancienne patronne du MEDEF. Voilà.
Ipsos, donc c'est Pinot et Fidelity, fonds d'investissement américain, et la Sofres, pareil, Fidelity, fonds d'investissement américain, et donc Bolloré, Rothschild, Drahi, Pinot et Parizeau sont tous des soutiens de Macron. Bah oui, Oh là en là, tout cas. les connivences. Ouais. Mais Connivence, Nadia. Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Hossein, mardi dernier, c'est que c'est des instituts qui sont privés, qui n'ont aucune indépendance, et ce sont des sondages qui sont commandés par des personnes politiques qui se présentent justement à ces élections. Donc c'est totalement biaisé et c'est fait pour orienter l'opinion publique. Et comme le disait Elsa, effectivement, ils se sont souvent trompés. Je pense que les Françaises et les Français sont moins dupes justement de ces connivences entre la politique et ces instituts de sondage. Mais après, ce qui se passe avec les sondages, c'est que là, on joue sur les peurs des gens à force de marteler. On a Macron, on a Le Pen en tête, on a Benoît Hamon qui a 8%. Qui baisse. Ouais. Qui baisse. Donc du coup, les gens se dirigent plus sur un vote. Ils peuvent se dire, ils peuvent se dire, ça sert à rien de voter Hamon, trop bas. Voilà. Donc, Et là, du coup, on est vraiment dans une démarche qui est antidémocratique. Donc non, à bas les sondages. Moi, je serais pour l'interdiction des sondages. D'ailleurs, on avait posé la question. Je crois que les auditeurs étaient majoritaires pour l'interdiction des sondages, genre une certaine durée avant l'élection présidentielle ou une autre élection d'ailleurs, parce que les sondages peuvent influencer effectivement un certain public. Est-ce que vous connaissez Abdallah Zekri, mesdames? Oui. Oui, bon, non. Très bien. Moi, non. Nadia non plus. Hanan? Non. Abdallah Zekri, en fait, est le président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein du CFCM. Il était l'invité d'El Kabash hier sur CNews. Et alors là, il a encore balancé sur l'UEF, ainsi que donné son avis sur la charte des imams. Écoutez, c'était hier matin. L'UOIF, c'est les frères musulmans. Oui, tout à fait, c'est les frères musulmans. Depuis un certain temps, ils ont été mis sur une liste de terroristes. Et depuis ce temps-là, ils essaient naturellement de se donner une virginité. Et on est également crédible et on est au début. Non, il faut qu'ils prennent des positions claires et nettes sur tous les sujets. La charte de l'imam, elle va être lue dans les mosquées. Et si un imam refuse de la signer, qu'est-ce qui lui arrive? Pour le moment, ce n'est pas une obligation. Ils peuvent refuser de signer. Une association, un imam peut refuser de signer. C'est un début. Ce que je peux dire, c'est au niveau des CRCM dans les 24 régions de France, on a déjà eu beaucoup d'informations que certains imams attendent pour la signer. C'est un bon signe. On ne va pas dire que tout le monde va la signer. Parce que moi, je crois en l'islam réel et en l'islam véridique. Je ne crois pas en l'islam des charlatans et des imams autoproclamés. Je le dis haut et fort. Et il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Ben oui, pourquoi on les met pas dehors? Eh ben, écoutez, c'est aux associations de musco de les mettre, mais ça va venir d'étape par étape. Et vous voulez rencontrer et entendre les candidats à la présidentielle? Tous les candidats? Non. 4. On leur a transmis un courrier. Vous dites alors Marine Le Pen, non, parce que vous considérez qu'elle vous menace dans les... C'est pas qu'elle me menace, elle me fait pas peur, moi, Marine Le Pen. Moi, je peux pas, pour, vous savez, rencontrer le diable, il faut avoir une grande cuillère. Je l'ai pas pour le moment, la grande cuillère. Voilà, c'est tout. Je souhaite que la charte reste la charte, qu'elle ne devienne pas une tarte. Elle n'est pas à manger, elle est pour être mise en application. Abdallah Zekri, donc, qui s'exprime sur l'UOIF, sur la charte évidemment qu'entend mener. D'ailleurs, ça fait pas mal de problèmes concernant cette charte, puisque il y a des associations. Enfin, le président du CFCM a dit que tout le monde avait signé, sauf qu'il y a des associations qui ont dit non, nous on n'est pas d'accord, on n'a jamais signé ce truc. Donc ça fait encore ça fait double emploi. Surtout. Double emploi, et puis surtout un gros problème au sein du CFCM, encore une mésentente, malheureusement, qui est à déplorer. Abdallah Zekri, bon, dans ses propos, on sait que c'est un homme qui a le parler fort, qui s'exprime avec ses mots à lui. Dans tout ce qu'il a dit, il faut retenir quelques avancées positives, ou est-ce qu'il faut tout jeter? Qui commence les filles là parce que... Nadia, tiens. Nadia. Non, mais ça t'interpelle? Il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui m'interpelle, pardon de le dire, mais j'ai cru que c'était un sketch des inconnus, hein, vraiment. C'était très peu crédible de l'entendre. Il s'attaque aussi donc c'est un petit peu facile, hein, toujours comment dire. On sort la carte frères musulmans pour pouvoir discréditer une association qui se retrouverait dans la lecture de Hassan el-Banna. Donc bon, c'est un petit peu facile, c'est une rhétorique purement politique, donc c'est déplorable qu'il en use. Autre chose, c'est cette charte de la laïcité. Je veux dire, ça fait double emploi, comme je le disais juste avant. On est lié par le texte donc de la loi de 1905. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autres instruments juridiques. Et d'ailleurs, la valeur de la charte, elle est purement morale. Donc on n'y est pas lié, comment dire, c'est pas
la charte n'a pas une force contraignante comme une loi pourrait l'avoir. Donc c'est encore des effets d'annonce, un espèce de renouvellement, d'allégeance encore au sacro-saint principe de laïcité qui a été complètement dévoyé par ces politiques. Alan. Moi, ce qui me dérange dans ce code de déontologie, cette charte, en réalité, c'est qu'elle vienne... c'est pas forcément parce qu'elle vient du CFCM ou de l'UOF, peu importe, mais c'est qu'elle émane pas des imams eux-mêmes à travers une réflexion. Voilà, c'est encore quelque chose qui a été pondu par, je sais pas, par le CFCM. Est-ce qu'il y a un travail à faire, cela dit? Un travail à faire. Oui. Oui. Sur le discours propagé dans les mosquées, par exemple. J'avais fait un avis tranché sur le rôle des mosquées. Donc oui, il y a un travail à faire pour qu'il y ait une unité au niveau du rôle des mosquées. Donc il y a un rôle cultuel effectivement, mais un rôle aussi au niveau de l'éducation. On en avait parlé. Donc oui, qu'il y ait un projet commun avec toutes les mosquées de France. Ça, pour moi, ça a une vraie légitimité. Imposer un code de déontologie écrit par qui, réfléchi par qui, imposé par qui, oui, c'est normal que les imams et les associations refusent. Oui. Alors, Elsa, ton avis? Encore une fois, moi je rejoins ce que les filles ont dit, et puis surtout, on sent encore l'ingérence de l'État français dans la gestion du culte musulman. On exige de l'islam de France, si tant est qu'il existe, d'évoluer, de se prendre en charge, etc. Mais on lui laisse pas la possibilité, justement, de s'émanciper et puis d'évoluer. Donc, est-ce que c'est parce que peut-être qu'il n'y arrive pas? Il n'y arrive pas. Vous voyez, il n'y a jamais de consensus, il n'y a jamais d'accord, il n'y a jamais de. Parce que depuis le début, l'État s'en est toujours mêlé, en fait. Ouais. Et que ça s'est fait à travers des institutions comme le CFCM, largement institutionnalisé tout de même, et qu'on n'a pas du tout laissé la place en fait aux acteurs de terrain, aux acteurs communautaires, associatifs, politiques, etc., de pouvoir en fait mettre un peu un coup de frais dans tout ça et de pouvoir mettre en place des vraies mesures en fait, tout simplement. Est-ce qu'il est normal d'aller chercher chez le Maroc par exemple pour former les imams en France? Ça paraît quand même extrêmement contradictoire en fait. Encore une fois, si on veut des imams qui sont bien formés et qui sont en plus des acteurs à la fois communautaires et des acteurs de terrain efficaces, dynamiques, etc., adaptés au public, encore une fois, il faut laisser en fait les musulmans de France former leurs imams en fait, tout simplement. Bon, eh bien, affaire à suivre en tout cas. Il est un des rares candidats à ne pas envisager de places supplémentaires dans les prisons françaises, contre tous les candidats qui, eux, envisagent d'en construire davantage. Plus, Benoît Hamon s'en est expliqué hier soir sur France 2. Quel est le pays où on emprisonne le plus de monde ? Les États-Unis. Est-ce que c'est un pays où la violence baisse? Non. Aujourd'hui, il y a ceux qui font le choix de l'éducation et ceux qui font le choix de la prison. Si nous poursuivions le projet de ceux qui veulent supprimer des fonctionnaires, donc supprimer des postes d'enseignants, remettre en cause l'éducation et la qualité de notre enseignement, nous continuerons à créer des places de prison. Pourquoi? Parce que nous créerons du désordre. Et je rajoute que nous avons des indicateurs extrêmement fiables qui nous montrent que pour les courtes peines, les alternatives à la prison sont meilleures pour lutter contre la récidive que lorsqu'on va en prison. Pourquoi? Parce que la prison rend parfois, hélas je le regrette, en raison de ce que vous avez évoqué, la surpopulation carcérale, plus dangereux quand on sort de prison que quand on y est entré. Eh bien, préoccupons-nous aujourd'hui des moyens qui nous permettent de réinsérer les prisonniers. C'est effectivement un débat de cette élection présidentielle. Moi, je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui choisir l'école plutôt que de choisir la prison. L'école plutôt que la prison. Bonne réflexion, Nadia, de Benoît Hamon. Alors, justement, il faut savoir que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison des conditions de détention déplorables. Qui mettait en danger la vie. Il y a un nouveau rapport d'ailleurs qui est sorti, on en parlera tout à l'heure. Voilà, et ça date déjà de 2010 de mémoire ou de 2009. Moi je trouve pas ça étonnant qu'on veuille reconstruire des prisons à partir du moment où c'est pour reloger ces détenus. C'est pas pour en accueillir de nouveaux, c'est juste pour respecter la dignité et l'intégrité de ces détenus qui ont une hygiène qui a été pointée du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc après de dire l'école ou la prison, je veux dire c'est pas, il y a d'autres alternatives aussi, il faut pas non plus prendre les Françaises et les Français pour des imbéciles. Il nous enjoint quelque part de choisir l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a quand même un éventail de choix entre les deux. Elsa, il faut construire de plus de prisons en France suite à la surpopulation carcérale.
Il faut surtout améliorer les conditions carcérales de manière générale. En fait, je pense qu'il y a différentes choses. Il y a déjà faire de la prévention pour éviter que la population carcérale augmente. Ensuite, s'assurer que les personnes détenues puissent avoir en fait des conditions de détention qui permettent d'éviter la récidive en fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, clairement. Enfin, la France fait partie. Je vous donnerai les chiffres, ils sont assez éloquents. Hein. Oui. Et puis la France, je crois, fait partie des pires pays européens en matière de conditions carcérales. Donc, c'est pas du tout optimum pour éviter la récidive et puis pour permettre à ce que les personnes, quand elles sortent, aient d'autres alternatives que d'y retourner, quoi. L'école ou la prison, Anan? Forcément l'école. Après, effectivement, la construction de nouvelles prisons aujourd'hui, elle est obligatoire. Il y a la directrice de la prison de Villepinte, je sais pas si vous en avez déjà on en a parlé, qui refuse. Voilà, qui refuse d'accueillir purement et simplement de nouveaux détenus parce que elle a le double de détenus au sein de ces prisons avec des matelas jonchés au sol, etc. Et les juges jouent le jeu d'ailleurs. Ouais. Ils envoient tous leurs frênes. La contrôleur des prisons a mis l'accent et le point sur ce qu'on appelle, elle a demandé la mise en place de ce qu'on appelle le numerus clausus. Ouais. Donc le numerus clausus, c'est quoi? C'est un dispositif en fait qui n'est pas respecté aujourd'hui, qui consiste, lorsque les capacités d'accueil des établissements sont dépassées, à ne pas incarcérer de nouveaux détenus qu'à la condition qu'il y en ait d'autres qui le quittent. Et là aujourd'hui, on entasse. Et effectivement, ce que souligne Benoît Hamon, et ça, je le rejoins dessus, c'est qu'aujourd'hui, la prison, quand on y entre, on en sort encore plus ravagé. Je vous laisse réfléchir voilà. à cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. Choisissez-vous votre candidat en fonction de son charisme ou de son programme? Vous y répondez. Vous êtes quelques-uns d'ailleurs à avoir répondu sur la page Facebook. On vous lira quelques commentaires. Je vous poserai la question aussi. Vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000 à suivre les avis tranchés. Tiens, Nadia, on va parler de quoi avec toi? Nadia? Je suis mauvais élève aujourd'hui. Comment ça? On va parler de mauvais élève parce que j'aurais dû en discuter un petit peu avec toi avant, mais ça va être un plaidoyer pour le bannissement du mot beurette. Oui. Très bien. Tu sais que alors qui l'avait fait ce? Attends, il y a un des chroniqueurs qui avait parlé de ça il y a pas longtemps. Mais alors je sais plus qui. Bon, c'est pas grave, en tout cas ça me reviendra. Mais effectivement, ça avait été, je crois que c'est Jean-Marc Zébélus qui avait parlé de ça. Si ma mémoire est bonne. En tout cas, on va en reparler dans un instant. Donc t'en as marre qu'on parle des beurettes. Ça m'insupporte. En fait, nos chroniqueurs en question avaient parlé de ce problème parce que beurette, quand tu tapes sur Google, c'est associé à des trucs des sites pornographiques, c'est ça. On y revient dans un instant avec Elsa, avec Nadia et Anan qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, je suis bien entouré, je sais. Ça fait des jaloux, mais que voulez-vous, c'est comme ça. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nadia Lazouni du Nadia Lazouni Show. Alors, c'est quoi le prochain numéro, Nadia? Alors, le prochain numéro, on va parler de célibat. Ouais. Voilà, mais je vais pas donner la problématique à nos auditeurs. Je les invite juste à suivre la page Speak Up Channel. C'est une psychologue clinicienne dont je tairai le nom aussi. On verra ça bientôt. Attends, psychologue clinicienne, elle est pas chez nous? Non, elle est pas chez vous. Non, d'accord, c'est pas elle donc. Non. Très bien. Affaire à suivre. Donc vous abonnez à la chaîne YouTube Speak Up Channel et vous en saurez plus davantage. C'est quoi page également. Oui, sur la page Facebook aussi. Exactement. C'est quoi la périodicité de l'émission, rappelle-nous? Il y a 2 émissions par mois. Voilà, c'est une bimensuelle, c'est ça? Exactement, oui. Ouais, très bien. Ouais. Et la dernière en date, je vous invite à aller la voir avec Yasser Louati. Sur l'empowerment et l'action associative. Qui était là d'ailleurs hier, notre ami Yasser Louati. Très bien. Bref, malheureusement, à déplorer encore une fois suite à une attaque chimique visiblement du côté d'Idlib en Syrie. 58 morts, un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Chacun s'impute la responsabilité de cette attaque. Donc voilà, on cherche pas malheureusement à savoir qui a fait ça, mais plutôt à déplorer bien sûr encore une fois les civils qui paient un lourd tribut dans cette guerre en Syrie et le nombre des morts qui s'accumulent et s'accentue après 6 ans de guerre en Syrie. 58 morts pour l'instant ce matin. C'est le bilan à déplorer et je pense qu'il va malheureusement s'alourdir. Et on n'en parlera pas des masses sur BFM TV. Vous savez qu'aujourd'hui ils sont occupés sur le débat. Vraiment, il n'y a que ça depuis plusieurs jours. D'ailleurs, le débat à 11. On en reparlera. Tiens, vous allez regarder ce débat?
Oui. Oui. Ouais, je l'attends avec grande impatience. Il va donner la parole aux petits candidats, donc j'aime pas ce mot-là, mais on a hâte de les entendre, puis de voir, qu'est-ce qu'ils répondent à ces grands candidats, voilà. Ouais. Elsa, tu vas regarder ? Bah moi j'ai pas la télé, donc je boycotte. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces chroniqueuses qui n'ont pas la télé ? Je suis inquiet, moi. Franchement, je boycotte la télé depuis plusieurs années déjà, mais par contre, après, on peut la suivre. Oui, peut-être suivre un peu sur Internet. Oui, sur Facebook, t'as les vidéos live en direct. En pointillé, quoi, en pointillé. Oui, je fais un live rien que pour toi, si tu veux. Après, c'est 3 heures, ça va. Non, mais si vous voulez pas regarder la télé, on peut le comprendre. On va vous partager la vidéo du Facebook sur justement sur notre page Facebook France Maghreb 2. Donc soyez là ce soir 20h45, il y a 11 candidats. Je vous expliquerai d'ailleurs un peu comment ça va se passer tout à l'heure. Nadia, tu vas regarder ou t'as pas la télé toi non plus ? J'ai pas la télé non plus. Très bien. Comme Elsa en pointillé, voilà, je regarde des bribes de l'émission sur les réseaux sociaux et ça me va très bien. Bon, alors Jean-Marc vient de m'insulter en direct en disant non, ce n'est pas moi qui ai fait donc cette chronique sur les beurrettes. Je sais plus qui l'a fait. Bon, que ça va me revenir. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. À la limite. T'inquiète pas, Jean-Marc, c'est pas grave. Mais je crois que c'est lui quand même. Hein. Je pense que là, il est en train de me mentir en fait. Vraiment, j'ai ce souvenir que c'est lui. Voilà, donc assume un peu, mon pote. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, la question du jour, c'est choisissez-vous votre candidat en fonction de son charisme ou de son programme. Tiens, j'ai Hassan qui me dit ils n'ont ni l'un ni l'autre. C'est quoi la solution alors ? Bah écoute, je sais pas, Hassan. Alors tiens, Jean-Paul qui nous dit j'ai fait une affiche de tous chez eux et je tire dessus avec la carabine. Essayez, vous allez voir, ça défoule. Avec la carabine. Ouais. Bon, Jean-Paul, ça va pas bien, je crois. Il faut se calmer là. Qu'est-ce qu'il y a ? Un autre commentaire, c'est sûr, mon candidat ne sera pas un redoublant. Ah, très bien, ça donne des indications. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc Caroline qui nous dit de son programme. Mais je crois que beaucoup de personnes choisiront par charisme. Dommage, nous dit Caroline. Pas faux. Ce qui est dommage en fait, et je m'en rends compte ne serait-ce que par mon propre exemple, c'est que parfois on est sur une idée arrêtée, sur une proposition ou 2 ou 3 d'un candidat, on se dit c'est bon, c'est lui, on en rejette un autre par conviction personnelle, et à côté on passe à côté de programmes qui je pense sont hyper intéressants. Donc je vais parler d'Asselineau parce que je débute juste mes recherches sur lui. Je l'ai rejeté pendant 1 mois de toutes mes forces. Puis il a fallu en fait que je tombe sur une vidéo où il adoptait une position par rapport à l'islam et le traitement médiatique de l'islam qui m'a permis de rebondir sur ce qu'il pense de l'OTAN et de pas mal d'autres choses. Donc des fois il suffit peut-être juste de s'ouvrir l'esprit et ce que j'ai écrit ce matin, c'est que oui, voter c'est un vrai engagement et que ça demande en réalité une recherche sincère et approfondie et qu'on peut pas mettre un bulletin dans l'urne aujourd'hui en 2017 sans avoir considéré tout ce qui se passe par ailleurs et puis sans avoir réfléchi posément. Voilà. Moi, j'ai une question. Avec retirer un peu l'émotionnel. Et quand il y a ni programme et ni charisme, on fait comment ? On vote pas. C'est ça, moi, alors je vote blanc, quoi. Je suis taquine, volontairement taquine. Mais... Alors, voilà, Jean-Marc assume, hein. C'est moi et je suis fier que Nadia en parle. Très bien. Okay, bravo Jean-Marc. Ça y est, il assume. Voilà, très bien. On va prendre Fatima qui est au standard avec nous. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe. Oui. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Moi je suis comme Elsa, la télé il y a bien longtemps que je l'ai mis sur le trottoir, j'ai que la radio. Ah c'est bien déjà, c'est France Maghreb 2 en plus, parfait. Donc vous n'êtes pas seul. Moi vous avez posé la question charisme au programme. Oui Fatima, charisme au programme. Le problème de cette élection c'est qu'il n'y a ni charisme ni programme. Et pour pas mal de gens, je ne parle pas de moi. Ce matin j'ai entendu il paraît que Dupont-Aignan a dit qu'il va interdire la viande halal. Ah bon ? Oui, je l'ai entendu sur une radio ce matin. Alors il a du boulot avec 5 milliards de chiffre d'affaires. C'est exactement. Alors moi je me pose une question. Je me dis enfin quelqu'un qui a trouvé le couteau à couper le beurre. Donc tous les problèmes de la France, ils vont être réglés parce que monsieur va interdire la viande halal. La viande halal. Donc c'est calamiteux, c'est désastreux. Et moi j'aimerais bien que votre radio
nous oriente. Moi, je ne voterai alors, non, Fatima, je réponds tout de suite à cette question. D'abord, nous n'avons pas ce rôle d'orienter. Nous avons ce rôle d'informer. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, moi, c'est une idée que je propose. Après, je la lance comme ça. Vous savez, c'est voilà, j'ai une idée à la minute, moi. Donc voilà, c'est éventuellement, je sais pas, dans les 2 semaines qui arrivent, là, éventuellement faire une chronique quotidienne pour lire le programme de tous les candidats qui se présentent. Et après, à chacun de faire en fonction du programme son choix. Bon, parce que je sais que les gens ne lisent pas dans ce pays. C'est un réel problème, mais les gens ne lisent pas. C'est pour ça que ils choisissent leur candidat par défaut, malheureusement. Non, excuse-moi. Oui, Fatima. Le problème, c'est que ils ont tous un problème avec la communauté musulmane. Et quand je dis musulmane, c'est-à-dire on a le nom de musulmans, mais dans la communauté, il y a des gens athées, il y a des gens qui sont pratiquants, il y a des gens qui ne le sont pas. Donc ils ont tous quelque chose. Et en plus, à chaque fois, il y a, par exemple, vous prenez Macron. On dit que bon, tout le monde, moi je vote pas pour Macron. Pourquoi? Parce qu'il y a de la Noé, il y a Oberu, il y a X, il y a Y. Vous allez où ça? Vous allez chez quelqu'un d'autre qui, je veux dire, Hamon. Hamon, il a aussi des tas de vieilleries, de vieilles casseroles. Donc, où c'est que vous allez? Donc, c'est pour ça il paraît 35% de gens qui ne savent pas pour qui voter. Il y en a plus. Il y a plus de 45% des gens qui s'abstiennent et qui ne savent pas encore et qui n'ont pas fait leur choix. Merci Fatima en tout cas. Merci à vous. Christophe et bon courage. Bon, Anan, il y a Ali qui souhaite te féliciter pour Asselineau apparemment. Bonsoir Ali. Bonsoir Ali. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à tes invités. Bonsoir. Oui, donc j'écoutais la radio, je me suis arrêté. Très bonne chose. Et donc oui, et donc ton invité, je sais pas comment elle s'appelle. Anan, elle s'appelle Anan. Anan, oui, bonjour Anan. Bonjour. Et donc, je t'ai entendu parler de Asselineau, candidat à la présidentielle. Et il y a énormément de gens qui connaissaient pas auparavant. Oui. Et qui prenaient pas trop attention à ce candidat, à cette personnalité. Et donc, quand on écoute bien ce qu'il dit, on va rechercher un peu pour avoir une idée, une conviction. Au fur et à mesure qu'on écoute tous les candidats, et dès qu'on arrive à M. Asselineau, c'est autre chose. On sent un personnage intègre, sincère, qui nous dit exactement la vérité, les choses qu'on aimerait entendre et qui existent réellement, qui nous parle de l'Europe, la sortie de l'Europe, l'OTAN, etc. Et quand il nous parle de l'Europe, il réclame l'indépendance de la France, ce qui est tout à fait normal pour tout un citoyen. Il veut être libre de son pays, que son pays soit libre de choisir la voie qu'il veut. Que les citoyens soient dirigés par un parlement qui vote des lois réelles choisies par le peuple, que le président choisisse des directions indépendantes pour la France, pour le bien de la France. Bon, Ali, t'es pas le porte-parole d'Asselineau, non, pas du tout. Non, rassure-moi. Je développe un peu ce que j'ai ressenti. Oui. Et ce que je ressens. Et donc, Monsieur Asselineau, je trouve que parmi tous les candidats, c'est Monsieur Asselineau qui représente le plus ce qu'on attend de la France. Selon toi. Ce qui va redonner la fierté, qu'on soit fier d'habiter en France, d'être français, de penser à la France dans le monde. Merci Ali. Voilà Merci. ce que je voulais dire, quoi. Merci à toi. Bon, et c'est vrai que j'ai l'impression que les auditeurs de France Maghreb 2, ils comptent un certain fan club du côté d'Asselineau, hein. Bon. À creuser, affaire à suivre, j'allais dire. Allez, c'est parti, mesdames, pour les avis tranchés. Et comme le veut la tradition dans cette émission, je t'avais pas prévenu Elsa, désolé. Mais c'est toujours la dernière qui commence. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché d'Elsa Ray va nous parler d'Al-Quds à Jérusalem. Oui, alors j'avais envie en fait aujourd'hui de décortiquer un petit peu l'actualité en ce moment à Jérusalem, à Al-Quds, parce que d'abord vous avez peut-être lu dans les médias ces derniers temps, dans les médias français, qu'il y avait eu ce qu'ils appellent eux un regain de tension à Jérusalem à l'approche de la Pâque juive. J'ai eu envie d'en parler parce que Jérusalem je connais bien, j'y suis allée plusieurs fois en 2016 et puis j'y ai vécu pendant un mois. Et puis surtout j'ai beaucoup de contacts sur place de Palestiniens et de Palestiniennes qui me tiennent informée
vraiment au jour le jour de ce qui s'y passe. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même une grande dissonance entre ce que présentent les médias français et ce que me disent mes contacts sur place, et même sur certains communiqués israéliens qui me sont traduits et vérifiés par mes contacts palestiniens. Alors ces derniers jours, en moins d'une semaine, en fait, il y a eu 2 nouvelles attaques, ce qu'on appelle les attaques au couteau. Comme vous savez, les médias français, même européens et occidentaux, ont présenté la nouvelle intifada comme l'intifada des couteaux. Alors il y a eu donc 2 nouvelles attaques en moins d'une semaine. Il y a eu le cas de cette femme de 49 ans qui s'appelle Siam, qui a attaqué, donc qui a tenté d'attaquer une patrouille de policiers mercredi dernier, qui a été abattue. À croire que une patrouille de policiers surarmés ne peuvent pas neutraliser une femme de 49 ans. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que la presse française a parlé d'une attaque au couteau, d'une tentative d'attaque au couteau. Sauf qu'en me renseignant un petit peu auprès de mes contacts sur place, je me suis aperçue que d'abord il ne s'agissait pas d'un couteau, mais d'une paire de ciseaux. Alors ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas en réalité, parce que il faut savoir que cette femme, si elle s'est précipitée, si elle a tenté d'attaquer en fait une patrouille avec une paire de ciseaux, c'est parce que elle était dans un état psychologique de détresse en fait profonde. Siam Ratib, en fait, elle a perdu son fils. Son fils a été tué par l'armée israélienne en septembre 2016, en septembre dernier. Il avait 27 ans, il s'appelait Mustapha. Il a été tué par erreur. En tout cas, c'est ce qu'a dit la police israélienne à sa famille. Il rentrait en fait d'une course avec son cousin Ali. Ils étaient en voiture, ils rentraient tous les deux dans le camp de réfugiés de Sha'afat à Jérusalem-Est. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une descente de l'armée israélienne, comme ça arrive souvent dans le camp, et que lorsqu'il y a une descente israélienne, de l'armée israélienne, le moindre mouvement pour un Palestinien peut être fatal. Et en fait, ils ont vu arriver la voiture et sans sommation, ils ont criblé la voiture de balles, de mitraillettes, et Mustapha Ali a été grièvement blessé. Mustapha est décédé, et donc sa maman n'a pas réussi à se remettre de son décès, et surtout de l'injustice en fait que son décès représentait. Déjà, perdre un enfant, c'est sans doute ce qu'il y a de pire au monde, mais encore plus dans une telle situation d'injustice. Et donc voilà, elle en est arrivée à commettre le pire, en tout cas pour elle, puisque quand on s'attaque à des policiers ou à des soldats israéliens, on sait que de toute façon l'issue c'est la mort. Et donc tout ce que je vous raconte là, on ne l'a lu nulle part ou pratiquement pas dans les médias français. On a présenté ça comme une tentative d'attaque au couteau, encore une fois, sans préciser qu'il s'agissait en réalité d'une paire de ciseaux. Donc je vous laisse un peu imaginer les dégâts qu'on peut faire avec une paire de ciseaux seule contre une patrouille de 5-6 soldats surarmés. Encore une fois, la police israélienne, l'armée israélienne, lorsqu'elle tire, c'est pour tuer et pas pour neutraliser. Le cas de Siam en est encore une autre preuve. Et puis il y a eu quelques temps après, en réalité samedi dernier, donc seulement 4 jours après l'attaque, le cas de Siam, il y a eu ce jeune garçon, Ahmed, 17 ans, donc un adolescent, hein, on peut même pas dire que c'est un adulte, qui a en fait poignardé 3 personnes dans la vieille ville de Jérusalem. Alors en réalité, il s'est attaqué à 2 passants juifs, donc dans le quartier près du mur des Lamentations, et il s'est également attaqué à un policier israélien. Les 3 personnes ont été légèrement blessées. Ahmed a tenté de s'enfuir, s'est réfugié dans un magasin de la vieille ville tout proche de la mosquée Al-Aqsa, et il a été abattu évidemment par les soldats. Alors c'est pareil, le cas d'Ahmed, on en a parlé dans les médias français. On a fait en fait, encore une fois, on a parlé d'attaque au couteau, ce qui est vrai en soi, mais à aucun moment on a contextualisé. D'abord, il s'agit quand même, et j'ai envie de le souligner, d'un jeune garçon de 17 ans, et moi je m'étonne en fait que les médias français à aucun moment n'interrogent le fait qu'une mère de famille de 49 ans et qu'un adolescent de 17 ans en soit venu à mourir en fait en attaquant les symboles de l'occupation, finalement de l'oppression. À aucun moment en fait le contexte n'est posé dans le traitement de ces informations-là. Et du coup j'avais envie juste de rappeler un petit peu le contexte à Jérusalem, à Al-Quds. Donc comme vous le savez, Al-Quds est annexé
par les autorités sionistes depuis 1967. Et il faut savoir qu'à Jérusalem, c'est tous les jours des maisons palestiniennes qui sont détruites au bulldozer, dans le quartier notamment de Silouan à Jérusalem-Est, où voilà des maisons palestiniennes sont rasées au bulldozer pour y laisser la place à des familles de colons. C'est aussi des jeunes qui sont tués au checkpoint entre Ramallah et Al-Quds régulièrement pour avoir parce qu'ils avaient les mains dans les poches, parce qu'ils se sont approchés un peu trop vite du poste de contrôle, ou parce que on les soupçonnait de vouloir tenter une attaque. C'est des incursions de colons tous les jours sur l'esplanade des mosquées. J'en ai été témoin de plusieurs fois lorsque j'étais sur place. Et puis récemment, c'est la dernière info que je voulais partager. Il y a eu en fait un groupe d'archéologues israéliens qui sont venus de manière donc illégale sur l'esplanade des mosquées pour littéralement voler une pierre de la mosquée Al-Aqsa, parce qu'en fait ils veulent faire des analyses et prouver que la mosquée était autrefois le temple de Salomon, donc de Suleiman pour les musulmans, et donc prouver que ce lieu devrait être un temple et donc un lieu de culte juif. Et donc ces archéologues, contre toutes les résolutions internationales, se sont introduits sur l'esplanade des mosquées, et les gardes de la mosquée Al-Aqsa, qui est donc un groupe de gardes palestiniens, donc employés par la mosquée pour surveiller l'esplanade des mosquées, assurer sa sécurité et sa préservation. Ils ont empêché ce groupe d'archéologues de voler les pierres qu'ils voulaient emporter d'Al-Aqsa. Et donc les autorités israéliennes ont procédé à des arrestations sans précédent de gardes d'Al-Aqsa. Il y en a eu 11 gardes ont été arrêtés. C'est la vague d'arrestations la plus importante depuis 1967. Et donc tout ça pour dire que ces deux attaques dont ont parlé les médias français en parlant uniquement dans une brève AFP copier-coller des communiqués israéliens d'attaques au couteau, eh bien elles surviennent dans une atmosphère extrêmement tendue, encore une fois, où toutes les résolutions internationales sont violées par les autorités israéliennes, en particulier en ce qui concerne la mosquée Al-Aqsa, l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et d'ailleurs, et je finirai là-dessus, c'est que j'ai trouvé ça assez symbolique, ce jeune Ahmed, ce jeune garçon de 17 ans qui donc a été tué après son attaque. Le dernier selfie qu'il a pris, c'était un selfie de lui avec le dôme du rocher derrière. Et je pense que c'est assez symbolique. Et je me dis, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un gamin de 17 ans pour finalement sacrifier sa vie pour la préservation d'un lieu de culte qui est chaque jour menacé. Et donc encore une fois, le traitement médiatique français de cette actualité, il est largement insuffisant à mon sens, et je pense qu'il est temps qu'on donne d'autres informations. Et merci de l'avoir fait d'ailleurs, Elsa, aujourd'hui. Nadia ou Manan, peut-être une petite réaction sur ce qui vient d'être dit. C'est des informations qu'on retrouve nulle part ailleurs, pour le coup. Oui, enfin c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, sans surprise une fois de plus. Et puis merci à Elsa de restituer les faits dans leur authenticité, de recontextualiser ces attaques-là, et voilà, dans cet effort de vérité. Merci Elsa. Anan. Pareil, merci Elsa. Après, on a des personnes effectivement qui sont sur place en Palestine. Je pense à une ou deux militantes, mais j'ai plus leur nom, qui elles informent tous les jours du quotidien. Mais merci Elsa. Merci. Bon, et bien après ces remerciements, on va passer à toute autre chose avec Hanan Zawani, qui, messieurs dames, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, va se présenter à l'élection législative. Et va nous présenter un peu sa profession de foi en quelque sorte, Hanan Zawani, c'est ça? Tout à fait. Alors, nous t'écoutons. Ça commence par chers concitoyens. Oui. Non, c'est ça? Je prends juste le temps de Juste le temps de mettre en marche la vidéo. Oui. Voilà, pour être tout à fait clair avec les auditeurs. Sinon les filles, aidez-moi. Appelez pour... Alors attends. Voilà, ça va se faire, vous inquiétez pas, c'est juste une petite manip. Je sais pas comment on fait. Ah, bon, t'as montré tout à l'heure pourtant. Bah oui, mais non. Bon. Alors, peut-être que tu veux que le temps que tu trouves, on va passer à Nadia. Alors, on va passer à un sujet. Désolée. Ah, Nadia, on va parler des beurrettes. Oui, on va parler des... Oui, c'est un autre registre. Oui, complètement, c'est ça, la diversité. Un peu gênée d'en parler après cette très belle chronique poignante chronique d'Elsa. Bien sûr, mais c'est la diversité dans cette émission qui règne. Alors, les beurrettes, un terme employé et utilisé malheureusement
à des endroits qui sont peu recommandables. Ouais, et voilà, très peu valorisant pour la femme arabe qui est visée donc par ce nouveau mot, d'un nouveau genre. Alors, on t'écoute, Nadia. D'accord. Beurette. Est-ce que vos oreilles saignent autant que les miennes au son de ce mot infamant ? Il n'est nul besoin de revenir sur l'origine de ce terme pour en saisir la charge grossière, érotique, raciste et sexiste. Mais rigueur oblige, on va rapidement revenir sur la date de naissance de ce mot. Apparu dans les années 80, la figure de la beurette est le pendant féminin du beurre ou rebeu, popularisé en 1983 par la Marche pour l'égalité et contre le racisme, rebaptisée en Marche des beurs, comme pour mieux ethniciser, communautariser et mieux délégitimer par là un mouvement populaire qui s'est levé contre l'injustice et le mépris. Comme pour tous les phénomènes de la vie des individus en société, la sociologie s'est emparée du mot beurette. Pour Madame Nassira Ghenif, auteur des Beurettes aux descendants d'immigrants nord-africains, le terme est à l'origine employé pour nommer les filles de migrants et plus largement des jeunes femmes assignées à une culture et à un environnement familial stigmatisés comme rétrogrades et machistes dont il faudrait les sauver. Je ferme les guillemets. En d'autres termes, vous l'avez compris, c'est la femme emprisonnée dans la culture arabe, musulmane, oppressante, que la société occidentale se charge de libérer. Dans un documentaire, Wissal Acharghi, universitaire, évoque la popularité récente du mot beurette dans les requêtes des sites pornographiques. Je cite, « Il y a une espèce de glissement sémantique dans les années 2000, au moment du boom du porno, avec une reprise des narrations traditionnelles du 18e, 19e siècle. Tout un récit autour de la jeune femme maghrébine hypersexualisée, c'est un peu la Lolita inaccessible du fait qu'elle est dominée par son père et par son frère, je ferme les guillemets. Dégradant, offensant, réducteur, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce sont les premiers concernés qui ont démocratisé l'usage de ce mot qui insulte les femmes arabes aux mœurs légères. C'est ainsi que les youtubeurs et rappeurs ont volontiers adopté le jargon d'une classe politique historiquement méprisante envers les arabes, femmes et hommes. Et comme j'ai osé le faire remarquer à un comique d'origine maghrébine qui a connu un regain de popularité grâce à ses sketchs qui met en scène les beurettes au teint orange et qui squattent dans les chichas, il m'a rétorqué que je manque d'humour et que mon cœur regorge de haine. Eh bah oui, je serais jalouse de son succès. L'aliénation est à son comble. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont ni les blancs, ni les blacks qui fustigent les beurettes, mais les arabes eux-mêmes. Si, les premiers à rire des caricatures grossières de cet humoriste en manque de créativité, ce sont les maghrébins et les maghrébines eux-mêmes. Un peu d'autodérision ne fait pas de mal, me dites-vous. Tiens, mais c'est curieux, mais moi j'ai jamais entendu les mots noirette et blanchette comme pour mieux décrire les femmes noires et blanches aux mœurs légères. Quand on parle de ces dernières, on insulte leur légèreté sans référence à leur appartenance ethnique. Il faut croire que la légèreté est intrinsèque à la femme arabe et que sommeille en chacun d'entre nous une beurette. De grâce, jetez ce vilain mot à la poubelle. Je suis d'accord. Mais alors complètement d'accord avec toi, Nadia. Elsa et Hanan, je suis sûr que vous l'êtes également. Moi je trouve ignoble et très vulgaire ce mot, vraiment. Je le rejette depuis très longtemps. Merci. Et c'est vrai qu'il est repris par beaucoup de comiques ou beaucoup de rappeurs évidemment qui l'emploient, des rappeurs qui obtiennent un grand succès. Voilà, je pense à Booba, plein d'autres rappeurs. Ouais, ou fais pas ta beurette, c'est une expression aujourd'hui des populaire. Jeunes, voilà. Beurette à chicha. Oui, c'est ça. Beurette à chicha. Alors ça, c'est vraiment très dégradant. Elsa. Moi, j'ai plus d'expérience alors j'ai toujours trouvé ce mot absolument affreux. D'ailleurs, il me fait penser au beurre. Donc je sais pas, au beurre à l'aliment. Mais c'est bon le beurre. Je trouve ça. Oui, mais c'est pas bon pour la santé, cela dit. J'ai toujours trouvé ce mot horrible. Et par ailleurs, moi, je l'ai entendu employé dans des milieux pour le coup blancs. Ah oui. Et du coup, c'est intéressant de voir que souvent, il est employé avec beaucoup de gêne et de honte, comme si on parlait de quelque chose de honteux, du genre des beurettes, en mettant les guillemets comme ça avec les doigts. Et du coup, on se rend compte que c'est vraiment comme si on pouvait pas dire une femme d'origine maghrébine ou une femme arabe, enfin, comme s'il y avait un tabou derrière. Donc j'ai toujours trouvé ça extrêmement dérangeant et puis très d'espèce de regain de colonialisme crasseux. Enfin, il est vraiment temps en 2017 d'oublier ce mot, quoi. Enfin, vraiment. Alors, en tout cas, c'est intéressant parce que tu l'as abordé dans un aspect bien à toi, Nadia, et Jean-Marc avait axé sur le fait, et il s'offusquait que lorsque l'on tape ce mot sur Google,
ne sortent que des sites pornographiques à caractère pornographique. Et il s'en est offusqué, a lancé un gros coup de gueule ce jour-là. Voilà, donc finalement vous êtes de pair sans vous être consulté, c'est parfait. Nickel. Dans un instant on va découvrir la profession de foi d'Hanan Zawani. Je te laisse la pub là, tranquille. À suivre aussi le j'aime ou j'aime pas, le coup de cœur et puis la question du jour. On continue d'y répondre. Est-ce que vous choisissez votre candidat en fonction de son charisme ou de son programme? Vous nous appelez, ça nous intéresse. Et n'oubliez pas aussi, entre 17h50 et 18h, les minutes Libertad sur France Maghreb 2. Vous allez pouvoir nous appeler. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. Ben oui, on prend le risque tous les jours sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, et je rappelle que demain nous quittons notre studio dans lequel on réalise cette émission quotidiennement pour aller chez vous à Dijon, messieurs dames, du côté du café-restaurant Trinidad. On sera installé demain avec beaucoup d'invités qu'on fera découvrir dans cette émission demain. Voilà, donc on a hâte de vous rencontrer, de vous découvrir du côté de Dijon demain mercredi 5 avril. Trinidad, soyez là, café-restaurant Trinidad pour venir nous rencontrer. Bien sûr, on y sera demain après-midi en direct. À la question du jour, choisissez-vous votre candidat par son charisme ou par le biais de son programme. Eh bien, Kader qui nous dit ni l'un ni l'autre, je le choisis par défaut, dit Kader. Alors, tiens, très intéressant, Hichem qui nous dit je le choisis en premier sur son point de vue envers les musulmans, puis de son programme, puis après également de ce qu'il propose au niveau de la Palestine ou de le monde musulman, comme la Syrie par exemple, la Libye, l'Irak, le génocide en Birmanie. Bon, alors là, mon ami, t'as du boulot parce qu'il n'y en a pas grand monde qui parle de ce genre de conflit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tesnim qui nous dit de son programme, bien sûr, malheureusement, dans tous les programmes se valent. C'est ce que nous dit Tesmine. Et puis bah voilà, vous continuez en tout cas, bien sûr. Tiens. Très intéressant, une question qui est posée par Hichem à propos d'Elsa. Est-ce que éventuellement Elsa aurait une page Facebook pour qu'on puisse retrouver les différentes informations qu'elle a données tout à l'heure dans son avis tranché? Oui, bien sûr, j'ai une page Facebook, c'est Elsa Ray, R-A-Y. Voilà, sur Facebook, c'est une page, elle est ouverte à tous et à toutes, donc pas de souci. Et j'écris régulièrement des chroniques sur la Palestine. Voilà, monsieur Hichem, vous avez votre réponse, donc Elsa Ray sur Facebook. Est-ce que madame Hanan Zawani est prête? Je suis prête. Bon, très bien. Elle est prête à monter au perchoir, telle une grande femme politique à venir qui arrive donc et qui va révolutionner la France pour nous présenter sa profession de foi en exclusivité sur France Maghreb 2. Hanan, on t'écoute. Alors, je suis candidate aux législatives 2007. Une femme à vos côtés. 2017, ma chère. 2017. Alors on recommence, vas-y, parce que là, si t'es en 2007, c'est que t'es pas vraiment dans le turfu, là, pour le coup. Je suis candidate aux législatives 2017. Mon slogan, une femme à vos côtés. Femme de 40 ans, citoyenne du monde, je milite pour une France du faire ensemble. La France est plurielle, elle est une mosaïque de peuples, d'identités locales et régionales, de communautés, de richesses issues de l'immigration. Mes différentes expériences de vie m'ont ouvert les yeux sur la diversité de mon environnement, sur la société française, sur la place que chaque individu a le devoir de tenir pour impacter positivement cette France. Notre France à laquelle nous appartenons comme tout à chacun, celles qui y sont nés, qui l'ont choisi, qui y sont restés, et même celles qui l'ont quitté pour mieux la représenter. Française et musulmane, je repousse le sentiment national qui est exclu au lieu de rapprocher. Je dis que je suis française et musulmane et que choisir, c'est renoncer. Loin de nous exclure, le revendiquer fait de nous des citoyens soucieux de la laïcité originelle. Le revendiquer fait de nous cette composante consciente et porteuse de valeurs de fraternité. Chaque étape que je passe en tant que femme et mère me conforte dans l'idée qu'il faut vivre avec son temps et développer un esprit moderne qui s'appuie sur des piliers, la famille, les valeurs de partage et de solidarité, l'ouverture d'esprit et le respect de la différence. Mon principal rôle est de transmettre à mes enfants de 19 ans et 14 ans, ma double culture et un état d'esprit entreprenant. J'ai eu la chance et le courage de créer mes propres opportunités et mener ainsi une vie professionnelle accomplie, impacter mon environnement professionnel pour influer socialement et économiquement. Tel a été mon fer de lance 20 années durant. J'ai été récompensée de différents prix pour ma vision humaniste dans le monde économique. Je suis lauréate du prix Paris Entreprendre et du master de l'entreprise qui a révolutionné son marché, remis par Bill Gates. Aujourd'hui, mes responsabilités
responsabilité associative me place au cœur des dysfonctionnements étatiques de cette société. Présidente de l'association Les Repas du Salem qui œuvre en faveur des réfugiés, des sans domicile fixe et des plus démunis, je constate que la France, quand elle est représentée par certains de ses hauts responsables et par ricochet de ses responsables locaux, est la France de l'injustice, du rejet et de la discrimination. Mon engagement auprès de la communauté sourde et malentendante, en tant que vice-présidente de Les Copains d'Adam, révèle tout autant de discrimination. En tant que femme agissant pour l'intérêt commun, j'ai décidé d'agir pour un monde plus juste. Je propose pour ne plus subir, je propose d'investir dans le lien social. Le César est le contrat d'engagement de solidarité active et responsable qui permettra aux salariés, aux bénéficiaires du RSA, des allocations chômage, aux mères au foyer, à tous ceux désireux de s'inscrire dans une activité d'utilité publique, d'honorer des heures de présence au sein d'une association contre versement d'un salaire d'engagement de solidarité active et responsable. Pour ne plus subir, je propose d'ouvrir, de libérer les lieux et locaux inhabités par le biais d'une convention d'occupation pour le développement économique, social et culturel. Les espaces de vie utiles, tels l'atmosphère, sont les nouveaux lieux alternatifs à vocation solidaire et humanitaire qui font émerger intelligence sociale et économique et permettront de lutter contre l'isolement, créer du lien, abriter, réinsérer, mieux vivre ensemble et mettre en valeur les compétences et savoir-faire de chacun dans le respect du vivant sous toutes ses formes. Pour ne plus subir, je propose de choisir notre politique avec davantage de réelle démocratie citoyenne. Les mesures incitatives fortes pour renforcer le pouvoir des citoyens se déclineront sous différents axes. Les maisons des citoyens, la pétition comme proposition de loi citoyenne, la reconnaissance du vote blanc, le droit de vote des étrangers. Le prisme de mes engagements se fera avec tous les habitants de France pour le bien de la communauté française globale. Je pense aussi aux enfants et aux personnes âgées. Ma vision d'une économie réussie et dynamique se fera autour des compétences de tous. Les manuels, les autodidactes, les formés, les intellectuels et créatifs. Les projets et mesures portés seront les nôtres. Mon énergie sera dynamisée par vous. Je définis mon futur rôle de député comme aussi celui d'un chef de projet s'appuyant sur tous, à l'instar de mes expériences passées et présentes. Œuvrer politiquement, économiquement et socialement pour le faire ensemble autour d'une volonté commune qui est de porter toutes les voix de Bobigny, de Rancy, le Bourget, comme celle de tous les territoires grâce à notre vote est complètement plausible. Le taux d'abstention de 57,28% en Seine-Saint-Denis, quand ces élections permettent aux députés, bien qu'élus dans sa circonscription, d'être l'élu de la nation, d'agir et de parler au nom de l'intérêt général, en proposant des lois ou en les rejetant notamment, doit absolument chuter. Notre objectif de 16 128 voix pour ces élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin 2007 est simple et réalisable. Arriver au deuxième tour n'est pas un luxe, le gagner est un devoir. Les résultats aux législatives 2012 laissent apparaître que Jean-Christophe Lagarde de l'UDI le remporte avec 16 128 voix pour 62 242 électeurs inscrits, dont 32 994 abstentionnistes. Monsieur Lagarde, en 3 mandats, devient à la réalité des chiffres un député subi et non choisi par les 3/4 des électeurs de la 5e République. Je pose donc 3 questions. N'est-il pas grand temps que tous les Français soient visibles et audibles dans l'expression de leur citoyenneté? N'est-il pas temps de trouver par l'autodétermination les solutions aux maux de notre pays? N'est-il pas temps de mettre en œuvre une alternative sérieuse, déterminée, qui réconcilie éthique et politique? Donc je vous laisse à lire ce texte datant de 1871. Depuis, rien n'a changé, tout s'est endurci. Je suis intimement convaincue, moi aussi, de sa pertinence. Pour y arriver, nous avons à nous mobiliser pour déconstruire les préjugés et la balance des pouvoirs. Je préfère vivre en optimiste et m'engager que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. J'ai le temps, Christophe, de vous lire le texte. Il est long ? Non. Non, très rapide. Alors, vas-y. Donc c'est un appel aux électeurs de la Commune de Paris de 1871 qui dit « Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitions que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des parleurs incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez
Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple résolus et actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter. Parfait. Merci beaucoup, Hanan. Merci à vous. Est-ce que Nadia et Elsa sont prêtes à voter pour Hanan ou pas? Oui, mais bien sûr. Mais du coup, je sais pas si c'est ma circonscription. Moi, je suis sur Bobigny, Drancy-le-Bourget, la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Non, même si tu n'es pas là-bas, écoute, c'est en parler autour de vous. Oui, bien sûr. Et effectivement, Nadia, pas concernée non plus? Non. Bon, donc pas de voix ici, moi non plus, cher Hanan. Donc il faut soutenir. Oui, bien sûr. Et je rappelle d'ailleurs, pour être tout à fait clair avec les auditeurs, que Hanan Zawani, donc étant une chroniqueuse du LGF, évidemment ne sera pas chroniqueuse durant la campagne parce que le règlement nous l'interdit. Voilà. Donc, mais elle viendra en tout cas pour une émission spéciale nous présenter sa candidature, son programme. On lui posera des questions au même titre on invitera de nombreux invités pour ces législatives, mais la campagne ne démarre qu'après donc les présidentielles. On a encore le temps de retrouver, d'apprécier Hanan Zawani, donc avec nous ici présent, qui vous a présenté en total exclu d'ailleurs son programme. Merci de votre écoute. Eh bien, merci à toi, ma chère Hanan. On aura l'occasion d'en reparler donc dans une émission spéciale à venir. Allez, on va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas. Ah, Elsa connaît pas le j'aime ou j'aime pas. Non, je connais pas. Voilà, j'aime ou j'aime pas, c'est très simple. Tu connais Facebook, tu connais Twitter. Ouais. Eh bien voilà, c'est le fil d'actualité. Donc je balance des petites informations. On n'aime pas, et j'ai rajouté l'option je m'en fous aussi. Ça peut arriver. Et on va y aller tout de suite, donc découvrir un petit peu ces infos pour les commenter, Nadia, Elsa et Hanan. Alors, tiens, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas pour aujourd'hui? Hop là, voilà ma petite feuille, elle est là. Le nombre d'actes racistes et antisémites a diminué en 2016 et la tolérance a progressé dans notre pays, paraît-il. Est-ce qu'il y a un bouton LOL? Un bouton, j'y crois pas trop. Un bouton LOL, on peut le mettre, hein, LOL. Voire PTDR, comme voilà, disent les comme jeunes. ça. XPTDR, ok, d'accord. Donc LOL, ouais, Nadia? J'aime, mais j'y crois pas trop. Voilà. Hanan? C'est une bonne chose si on a une diminution des actes antisémites, c'est effectivement qu'on est sur une tolérance et une ouverture. Donc oui, j'espère bien que c'est vrai, donc j'aime. Le président égyptien a été reçu à la Maison Blanche. Abdel Fattah el-Sisi ne s'était jamais rendu d'ailleurs sous le mandat Obama. Il semblerait que l'amour soit au rendez-vous entre ces deux, Trump et Sisi. J'aime pas, je m'en fous. LOL ou ce que vous voulez d'ailleurs. Fiche. Très bien. Elsa? J'aime pas, je pense que ça augure rien de bon. Hanan? Je m'en fous. Très bien. Ce mois de mars, sachez-le, a été le plus chaud depuis 1900. C'est ce que l'on a appris, donc selon les prévisions météorologiques. J'aime pas, ou je m'en fous. J'aime, hein, s'il fait beau. Enfin, c'est pas rassurant non plus. Je parle de météo, bien sûr. Oui, pas d'autre chose. Hein. Oui, la météo, oui. Non, mais c'est jamais. Content de voir les donc ce mois de mars a été le plus chaud, l'un des mois les plus chauds depuis 1900. C'est pas rassurant pour le réchauffement climatique. C'est ça, ouais. Oui. Oui, moi j'aime aussi, mais après faut voir ce que ça va donner, surtout pendant l'été, parce que si ça se trouve c'est le coup, on va avoir très chaud en mars-avril, et ensuite cet été il va pleuvoir, il va faire froid, enfin à voir. Hanan? Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce qu'effectivement, réchauffement climatique, et j'aime encore moins quand Poutine dit que le réchauffement climatique est pas dû à l'activité des hommes, des industriels, et qui met ça sur le compte d'un réchauffement naturel. L'UOIF met en avant l'importance du vote musulman pour la présidentielle. J'aime pas, je m'en fous. Oui, l'importance du vote tout court, très important, oui. Selon certains chiffres, bien que ce soit interdit, je crois, le fait de vote ethnique en tout cas, de le référencer en tant que tel, eh bien il semblerait que le vote musulman ait quand même bien aidé François Hollande en 2012. Hein.
Parce que après, qu'est-ce qu'on entend par musulman, hein? Est-ce que c'est Oui. des Français d'origine maghrébine ou d'apparence confession musulmane? Enfin, c'est difficile quand même Donc de l'OIF a pouvoir raison faire ce pas recensement. de souligner l'importance du vote musulman. Ouais, Oui. C'est une manière de faire pression, non? C'est ça, ouais. Ouais. Oui, Ouais. si, c'est important quand même parce que c'est quand même les premiers visés dans les campagnes, donc bon. Et puis sinon, alors pour finir le j'aime ou j'aime pas, en Tunisie, on a fermé une boîte de nuit. Vous savez pourquoi? Oui. Oui, bah parce qu'on a remixé le Aden en fait. C'est pas vrai. J'imagine on est en train de DJ, danser, d'un seul coup on entend là, quoi. Mais non. Et, ils ont fermé la boîte. Ils ont fermé la boîte, Ils tout ont pas simplement. viré le DJ, ils ont carrément Non, ils ont fermé la boîte. Voilà. Ah Moi, ouais, c'est j'aime choquant, pas. quand même. Oui, j'aime pas. Non, on n'aime pas. Non. C'est un peu Bah, radical comme décision, je pense. Non, qu'il mais vous aurait imaginez fallu- en train d'écouter du Daft Punk et d'un seul coup on entend là, Non, c'est très Non, mais c'est choquant. horrible. Oui, j'aime pas le très remix. choquant. Après qu'effectivement ils ferment une boîte de nuit, bah moi j'aime. Vous auriez pu virer le DJ quoi, non? Ils auraient pu virer, voilà, le DJ par Oui, exemple. après, peut-être qu'on n'a pas tous les éléments de Voilà. l'histoire, mais. Bon, bah voilà un petit coup de com pour cette boîte de nuit. Malheureusement, ça leur a pas porté chance. Là, ça a énervé. Il y a de quoi d'ailleurs. hein. Je pense qu'on se fait assez Bon. insulter comme ça, donc c'était peut-être la goutte d'eau. Quelques infos avant de retrouver vos coups de cœur. Les drapeaux de Saint-Pétersbourg en Berne. Ce mardi, la deuxième ville de Russie pleure les victimes de l'attentat perpétré hier dans le métro. Une explosion donc survenue en début d'après-midi qui a fait, selon un dernier décompte, 14 morts et près de 50 blessés. Un bilan qui aurait pu être bien plus lourd d'ailleurs, puisque si une seconde attaque n'avait pas été déjoué. Ce matin, les services secrets de Kurdistan affirment que c'est un kamikaze de 22 ans, originaire de cette ex-république soviétique d'Asie centrale, qui a agi visiblement. Voilà, si vous souhaitez réagir là-dessus, c'est voilà un drame qui est survenu hier en Russie, à Saint-Pétersbourg, le métro. Et d'ailleurs, Cazeneuve a annoncé que le service de sécurité renforcé dans le métro parisien. Pas de commentaire. On enchaîne avec donc oui à la discussion, non à la démagogie. Voilà comment résumer la réponse du gouvernement français hier aux 2,5 milliards d'euros réclamés par le collectif qui mène la fronde sociale en Guyane. Depuis maintenant plus de 15 jours, un conflit qui s'installe, vous l'avez compris, dans la durée, avec un ton fort. Aujourd'hui, ce sitting géant organisé à Kourou, tout près du site où décollent les fusées Ariane. Petit commentaire là-dessus, la Guyane, 2,5 milliards réclamés par les manifestants, enfin de non-recevoir par le gouvernement. Bah aujourd'hui le souci c'est que ce territoire il a été totalement abandonné depuis des décennies et des décennies, qu'on leur a proposé comme moyen de pour vivre des subventions sans jamais réellement investir ni dans la formation, ni dans les infrastructures, ni dans rien du tout. Donc oui, c'est bien qu'ils se mobilisent et on espère plus que 2,5 milliards demandés, qu'il y ait un véritable engagement des entrepreneurs, des politiques, voilà pour ce territoire quoi. Après, il y a d'autres territoires qui sont abandonnés, mais là, spécifiquement, on parle de celui-ci. Alors, peut-être que la situation en Guyane, sans doute les prétendants à l'Elysée auront à en dire un mot ce soir. Fait inédit dans une campagne présidentielle. Les 11 candidats à l'élection se retrouvent donc pour un débat télé sur les chaînes d'information BFM et CNews. Jamais, sous la 5e République, une telle joute n'avait été organisée. Au menu, l'emploi, le modèle social et la sécurité, mais évidemment, entre gros et petits candidats, les enjeux ne sont pas vraiment les mêmes. Pour commencer, cette petite anecdote, comme à l'école, les téléphones portables seront interdits sur le plateau. François Fillon ne pourra donc plus lire ses textos comme il avait fait au premier débat. La soirée pourrait être longue car avec 11 participants, chaque candidat n'aura que 17 minutes au total pour s'exprimer. Une sorte un quart d'heure de gloire pour les petits candidats. François Asselineau, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou encore Jacques Cheminade seront dans la cour des grands devant des millions de téléspectateurs. Ils ont un coup à jouer, ils vont chercher à piquer les gros candidats. Nicolas Dupont-Aignan en particulier se verrait bien récupérer les électeurs déçus par François Fillon. Le candidat de la droite, lui, devrait continuer à mettre en avant sa stature d'homme d'État et à pilonner Emmanuel Macron. Le favori des sondages sera sans doute au centre des attaques, mais
Mélenchon, lui, qui talonne désormais François Fillon dans les intentions de vote, va tenter de rester aussi percutant qu'au premier débat et distancer encore plus Benoît Hamon, le candidat PS, essaiera de son côté d'être moins passif cette fois. Quant à Marine Le Pen, c'est encore Emmanuel Macron qui sera dans son viseur. La candidate du FN veut jouer en avance le duel du second tour annoncé par les sondages. Le prochain débat télé prévu le 20 avril, 3 jours avant le premier tour, pourrait lui ne pas avoir lieu à 11 en tout cas, puisque Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pourraient ne pas y participer selon les dernières toutes infos. Donc vous allez regarder, on vous a posé la question, en tout cas suivre un peu ce qui va se passer ce soir. Voilà un petit peu ce qui va se passer, ça va se passer du côté de la plaine Saint-Denis pour ce débat. Voilà pour quelques infos évidemment. En bref, on va passer donc, si vous le voulez bien maintenant, au coup de cœur de Elsa, de Hanan et de Nadia. France Maghreb 2, le coup de cœur. Tiens, on va commencer par Nadia. Ah, d'accord. Oui. J'y attendais pas non plus. Je sais, c'est comme ça. Ouais, la spontanéité, le direct live. Ça va être très rapide et ça va être un peu en lien avec ma précédente chronique, enfin celle de la semaine dernière, où je parlais de l'annulation d'une représentation théâtrale pour des raisons de sécurité et qui a été décidée par les réalisatrices de ce spectacle. J'avais tu le nom la semaine dernière et là je vais le révéler. C'est l'association de l'Étoile Brillante. C'est une association, donc c'est à la fois une association et une troupe de théâtre qui vise à présenter le message de l'islam d'une manière artistique, puisque c'est à travers des sketchs, c'est à travers de la danse, c'est à travers des chants qu'on apprend beaucoup de la noblesse de ce message, et également des grandes figures, qu'elles soient femmes ou hommes. Voilà, j'ai personnellement donc joué dans une pièce en 2013, et celle qui aurait dû avoir lieu le 16 avril. En tout cas, c'est une association à soutenir. Voilà, pour ceux qui aiment l'art et qui sont fascinés par le théâtre, qui est rassembleur et qui touche beaucoup les cœurs. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est l'association de l'Étoile Brillante. Très bien, Elsa. Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour un projet de film, de documentaire de la réalisatrice Samia Chala, qui est une réalisatrice née en Algérie, d'origine algérienne. J'ai vu son projet de film sur Facebook. En fait, elle est en train de lever des fonds pour permettre la réalisation de ce film. Donc elle a un projet d'ouvert sur KissKissBankBank, vous savez, cette plateforme de levée de fonds participative. Et le titre du film s'appelle Ôter ce voile qu'on ne saurait voir. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'en fait cette réalisatrice qui vraiment aime beaucoup s'intéresser à l'histoire coloniale de la France, histoire politique et culturelle de la France, elle entend dans ce film donner la parole aux femmes de confession musulmane qui portent le voile, et cette fois-ci leur donner vraiment la parole, c'est-à-dire ne pas les mettre en position de victimes ou de coupables, mais en position d'êtres humains, de femmes qui prennent la parole, qui parlent d'elles, de leurs choix, de comment elles perçoivent en fait tous les débats qui cristallisent autour de la question du voile et qui génèrent énormément de tensions. Et je trouve que c'est très intéressant, non seulement parce qu'elle va donner du coup la parole à toutes ces femmes qu'on n'entend jamais, et elle dit que finalement ce qu'on appelle l'affaire du voile, dans cette affaire-là, dans tous ces débats-là, les Français, ils ont entendu et vu tous les acteurs possibles, politiques, associatifs, religieux, experts, etc. Tous sauf les femmes concernées, les premières concernées. Du coup, l'objectif de ce film, c'est vraiment de leur donner la parole, de leur redonner la parole, de leur permettre de s'exprimer. Et puis, ce que je trouve également intéressant, c'est que elle explique que ce documentaire, il entend se pencher sur l'affaire du voile, donc comme un décodeur de la psyché française. Et elle dit que finalement, dans tous ces débats, on en apprend plus sur les gens qui lancent ces débats que sur les concernés finalement. Ouais. Et je trouve ça très intéressant. Et elle dit, cette histoire, la télévision française n'en veut pas. Et donc je trouve pas ça tellement étonnant. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'on la soutienne. Elle lève des fonds donc sur KissKissBankBank, ôter ce voile qu'on ne saurait voir, pour pouvoir en fait faire face aux frais de la réalisation de ce film et pour qu'il puisse voir le jour. Voilà. Merci Elsa. Hanan, ton coup de cœur.
Alors mon coup de cœur, c'est l'association Chez Basile, donc qui est une association qui offre pour la promotion de nouveaux modes de vie soucieux à la fois de la terre, du temps et des gens. Donc pour l'agriculture urbaine en des termes plus simples. Donc on a rencontré l'association Chez Basile pour leur demander d'intervenir sur un projet de potager biologique au sein de l'atmosphère. Donc pour justement permettre de créer du lien social entre les résidents de l'atmosphère et les habitants de Saint-Ouen, pour créer du lien entre la communauté sourde et malentendante qui est très présente à l'atmosphère et les entendants. Voilà, pour créer du lien entre les enfants, les grands, etc., et avoir une activité commune autour de la terre. Donc aujourd'hui, de plus en plus de projets sont développés dans les villes notamment, donc à plus grande échelle, et qui vont permettre même permettre de fournir les cantines scolaires en repas bio. Donc voilà. Donc ça s'appelle Chez Basile. Très voilà. bien. Merci beaucoup. Qui est à Saint-Denis, et jeudi on a un atelier compost entre 14h et 16h au 22 rue de la Légion d'honneur 93 200 à Saint-Denis. Donc la page c'est Chez Basile. Chez Basile. Très bien. Merci beaucoup à toutes les trois. Dans un instant, Libertad, des auditeurs vont pouvoir nous appeler pour réagir, pour nous dire ce qu'ils veulent. Engueuler les trois là, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, messieurs dames. Je rappelle que demain nous serons à Dijon, bien sûr. Donc soyez là, rendez-vous restaurant Trinidad, café-restaurant Trinidad, pour l'émission qui commencera donc dès 16h sur France Maghreb 2. On y va, messieurs dames, pour Libertad. Oui, Libertad, c'est quoi? Bien, c'est la possibilité pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de nous appeler de n'importe quel endroit où vous vous trouvez, que ce soit à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Metz, à Reims, à Orléans, Paris, l'Amiens, Le Havre, partout ailleurs en France et dans le Maghreb et dans le monde, pour nous appeler 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez, que ce soit rapide bien sûr. Si vous n'avez rien à dire, c'est pas la peine de décrocher son téléphone. 01 40 33 9000, prénom et ville d'appel, c'est ce qu'il me faut. Alors bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Monji de Marseille. Bonsoir Monji de Marseille. Allô. Oui, bonsoir Monji de Marseille, on t'écoute. Merci. Alors j'appelle pour annoncer en fait l'événement concernant la bergère Louisa de Cornier-à-la-Rivière. Vous avez entendu parler de cette affaire d'abord toutes les trois? Oui, bien sûr. Voilà, tout le monde est au courant sur ce plateau, c'est parfait. Il faudrait relier un peu plus les amis là. Franchement, c'est une affaire extrêmement grave qui rejoint un peu, c'est un peu la jurisprudence Cisco, c'est-à-dire on provoque le désordre public et après on chasse les musulmans parce que pour revenir à l'ordre public. Bref, il y a un rassemblement le vendredi 7 devant la prison où Louisa dort actuellement. Toujours en prison, Louisa. Toujours en prison. Toujours en prison. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, voilà, et le vendredi 7 et le samedi 8 à Perpignan dans la préfecture. Alors c'est une invitation qui est passée à tout le monde. On peut installer les gens sur place parce qu'on a commencé à faire des installations dans la bergerie, des gens qui viennent éventuellement de loin. Pourraient s'installer. Il suffit juste de rentrer en contact avec le comité de soutien de la bergère sur Facebook ou sur le site de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et je fais appel à tous les médias communautaires ou pas, à toutes les personnes d'être les médias alternatifs et de relayer cette affaire largement. Merci. Merci Manji, merci à toi en tout cas. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr, nous dire, nous transmettre des informations comme vient de le faire Manji, très intéressant. Cette histoire de la bergère, absolument aucun média n'en parle. C'est scandaleux. Ce qui se passe pour Louisa qui dort en prison quand même, rappelons-le. Pour avoir eu le tort simplement de vouloir s'occuper finalement de son troupeau de moutons et d'avoir bravé l'interdit qui lui était fait de ne pas pouvoir se rendre donc dans son exploitation donc du côté de Perpignan. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que malheureusement les Perpignanais, c'est comme ça qu'on dit, n'ont pas été vraiment au rendez-vous pour aller manifester. Il n'y avait pas à peine une centaine de personnes, donc c'est regrettable. Voilà, j'espère que ça va cette bergère va trouver une issue favorable.
Vous avez suivi cette affaire, comme vous l'avez indiqué, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter quand même, sur ce qu'on appelle la démocratie, etc. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant, pour nous dire ce que vous voulez, bien sûr, c'est le moment de décrocher votre téléphone et de nous appeler pour nous transmettre une information et pour nous dire ce que vous voulez, en quelque sorte, prénom et ville d'appel, c'est ce qu'il nous faut, bien sûr, pour que vous puissiez nous appeler. 01 40 33 9000, n'hésitez pas, bien sûr, en direct comme chaque jour dans ces minutes Libertad. Sinon Elsa, ça va? Ça s'est bien passé? Ça va, très bien. Ouais, très bien. parfait, t'as été bien accueilli? Ah, très bien accueilli, bon, je parfait. reviendrai. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Nadia. J'appelle pour rebondir là sur l'affaire de la bergère parce que c'est vrai qu'on n'a pas très bien entendu. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait un rassemblement de prévu le 8. Oui, le 8, ouais, c'est ça, mais c'est du côté de la prison, du côté de Perpignan, donc c'est pas forcément près de chez vous. Mais en tout cas, l'appel étant, c'est de relayer cette information, d'aller chercher aussi pour comprendre ce qui s'y passe et vraiment de relayer parce que c'est important. Vous nous appelez d'où, vous, Nadia? Marseille, mais j'ai entendu de Marseille. J'ai entendu parler, je vais sur Facebook, je vais sur Snap pour avoir des informations, mais c'est vrai que c'est très très difficile d'avoir des informations et que la coordination ne se fait pas très bien. C'est dommage. C'est pour ça, là, moi, je suis prête à me déplacer à Perpignan pour ce rassemblement. J'étais prête à aller garder les moutons, mais bon, ils les ont saisis, alors qu'est-ce que vous voulez? Ouais, c'est dramatique. Oui. C'est au niveau de l'information que ça passe pas très bien, même si on est à la recherche de ces infos, c'est pas très bien coordonné, c'est dommage. Peut-être sur le site du CRI, madame? Le site du CRI, ouais, ou la page Facebook du CRI, il y a toutes les informations parce que c'est eux qui sont chargés de relayer cette affaire, le CRI. Le CRI, oui. Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, mais c'était pour s'organiser et pour partir. Bah allez-y parce qu'il y a toutes les informations. Monji vient de le donner aussi, donc sur la page Facebook du CRI. Donc merci beaucoup en tout cas Nadia de Marseille. D'accord. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. 01 40 33 9000. Et puis on essaiera aussi de vous mettre des informations sur la page Facebook de France Maghreb 2 concernant cette affaire qui, c'est vrai, ne peut pas être expliquée en moins de 2 minutes parce que vraiment faut reprendre tout un historique. C'est vraiment un acharnement qui est fait contre toute une famille. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Karim de 92. Salut Karim, 92 Clamart, on t'écoute Karim. Mais en fait, je vous appelle, il y a 4 mois, il y avait un incendie qui est déclenché en Israël. Il n'y a personne des médias qui a parlé de ça. Et je sais pas si c'est... Comment ça se passe? Un incendie, pardon, j'ai pas compris. En Israël, il y a un incendie il y a 4 mois. Oui. Ça a déclenché pendant 10 jours. Il y avait des dégâts, des gros dégâts. Et il n'y a aucun média qui a parlé de ça. Si, en fait, en réalité, il y a quand même pas mal de médias qui en ont parlé. Moi, j'étais présente sur place, en fait, pendant les incendies. J'étais pas dans les zones d'incendie, mais j'étais présente dans le pays, en fait, quand ça se passait. Il y a pas mal de médias qui ont relayé, en fait. Les chaînes françaises, les chaînes arabes qui ont parlé de ça. Moi, je me souviens quand même que je l'avais vu, cette info. Mais bon. Des fois, il y a une petite histoire, voilà, ça parle dans tous les sens. Bon, merci Karim. En tout cas, les médias français, enfin les médias en général en ont quand même parlé parce que c'était assez impressionnant. Par contre, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que la plupart de ceux qui ont aidé justement les pompiers israéliens étaient palestiniens. Et voilà. Donc, tu confirmes ça, Elsa? Oui, il y a c'est l'autorité en fait palestinienne qui a accepté d'affréter en fait quelques brigades de pompiers palestiniens pour venir en aide aux pompiers israéliens. Voilà. Un petit dernier pour la route. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Merci beaucoup de m'avoir pris à la dernière minute. Moi, je tiens à remercier beaucoup Yasser Louati pour sa chronique d'hier. Il a fait, il y a 2 poids 2 mesures sur les morts, par exemple à Moscou, en Syrie. Vraiment, il a fait une très belle chronique. Je le remercie infiniment. Maintenant, je reviens sur, qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait Madame Marie Alliot-Marie, qui est connue en politique, n'arrive pas à avoir des parrainages. Et Monsieur Henri Guénaud n'ont pas pu passer, alors qu'il y a des gens qu'on sait qui vont se trouver avec 1%, 2%, que je cite Nathalie Arthaud, Asselineau et tout, puissent passer. Vraiment, ça. Mais je trouve, qu'est-ce que je voulais dire? Merci beaucoup. Ils ont peut-être des casseroles, peut-être. Merci beaucoup, Kamel. Voilà, c'est terminé pour Libertad, bien sûr. On remettra le couvert, non pas demain, parce que demain on sera à Dijon, mais jeudi, avec grand plaisir, autour de cette table jeudi. Alors, je vous annonce qu'on aura Maïssa Leroy et Islam Saïdi, et on recevra aussi, pour parler de ces représentations du Tam Tam qui fait son retour au Cabaret Sauvage, Samira Bramia, qui est une artiste
que j'aime beaucoup. Méziane Azaïch, qui est le patron du Cabaret Sauvage, et Dahia Azaïch, qui est donc la fille de Méziane, pour nous présenter donc cet événement qui va se dérouler pendant 15 jours au Cabaret Sauvage, donc très bientôt. Le Cabaret Tam Tam, c'est absolument à voir. Merci beaucoup Elsa, franchement au top. Hein. Merci à vous pour l'invitation. Qu'est-ce que vous en pensez, Hanan et Nadia? Moi j'étais très. Moi déjà. Est-ce que vous validez ça? Je connaissais déjà la qualité du travail d'Elsa, donc c'est pas une découverte pour moi, c'est la continuité. Donc on rappelle la page Facebook pour ceux qui l'ont demandé. Ils ont été plusieurs d'ailleurs sur Facebook à nous demander pour suivre les infos d'Elsa. Elsa Ray sur Facebook, donc n'hésitez pas. C'est quoi? C'est une page? C'est une page et c'est Elsa Ray R-A-Y. Voilà, Elsa Ray. Vous allez liker la page et vous serez informé ainsi de tout ce qui se passe donc en Palestine. Merci beaucoup Hanan. Merci, puis la semaine prochaine. Et puis le Nadia Lazoni Show, toujours d'actualité, avec très vite une émission sur le célibat. Le célibat. Ah, ça vous parle peut-être. D'ailleurs, il y a des chiffres assez effroyables. Il y a de plus en plus de femmes célibataires. Oui, exactement. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes par le célibat. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur cette terre aussi. Il y a beaucoup de raisons. Avec la psychologue clinicienne, on en est revenu aussi sur l'éducation, le niveau d'éducation des femmes qui est aussi plus élevé. Et un sociologue a fait remarquer. Ah bon? Eh oui, que les hommes ne voulaient pas être dominés par des épouses surdiplômées. Donc c'est une des raisons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue. Voilà. Très bien. Donc ça mérite d'être regardé, la Speak Up Channel. Speak Up Channel. Donc on s'abonne et on suit donc le Nadia Lazoni Show qui va nous faire des piqûres régulières. Merci à toutes les trois, ce fut un plaisir encore une fois. Merci. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride, la télé est avec Sandra, le sport avec Ral Bécheni, et demain rendez-vous Dijon 16h au café restaurant Trinidad pour un grand forum en public et en direct avec de nombreux invités. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2, 18h01. Le rappel de l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. La France réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après une nouvelle attaque chimique en Syrie. Un bombardement avec du gaz toxique qui a fait au moins 58 morts et près de 200 blessés. C'est une ville rebelle qui était visée. Le régime de Damas est pointé du doigt. Paris parle d'un acte ignoble. En Russie, la piste terroriste se confirme après l'explosion dans le métro hier après-midi. L'auteur de l'attaque de Saint-Pétersbourg serait un jeune homme du Kyrgyzstan. Ce sont les services secrets de ce petit pays d'Asie centrale qui l'affirment. Le kamikaze s'est fait exploser hier dans le métro au milieu des passagers.